Plus que quelques minutes à attendre. En profiter pour faire des essais de micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi signe. Oui? Non? Oui, Nico, on t'entend bien. Merci Eric. Ah, je vois une tête familière dans la salle. Alors, où tu es? Tac, voilà. Tac, voilà. Plus que 2 minutes. Tac, tac, tac. Vous m'entendez? Je sais pas si on t'entend, Mathilde. C'est bon signe, c'est que tu m'entends. Ok. Comment il faut que je fasse pour gérer mon stress, Mathilde? Vague sujet. Non, parce que c'est la première fois. Hein. Je suis stressé, moi. Il y a tout le monde qui se remplit, là, qui me regarde, là. Ça fait peur. Hein. On te regarde tous. Ah, il regarde que moi. Plus qu'une minute. Il y a 24 personnes, c'est ça pour le moment? Ouais. On a plafonné à 50 pour
cette première, qui était un test à la fois fonctionnel et technique, parce qu'on ne sait pas si l'informatique va suivre. Bien sûr, on est riche à millions, donc on possède plein de licences de tous les côtés, un service informatique compétent. Non, en fait, on n'a rien, quoi. Donc si ça crache en cours de route, ben voilà, c'est la faute à pas de C'est chance. risque. Voilà, c'est l'heure. On y est. Alors, bienvenue à tous hein, pour cette première organisée par Montir Sportif dans l'idée de partager ensemble, de discuter ensemble des sujets qui nous intéressent, des sujets qu'on aime bien. Et donc Mathilde a accepté de relever le défi et d'être là pour la première, le premier partage d'informations, partage d'échanges qu'on a mis en place. Alors, merci Mathilde de nous consacrer du temps. Hein. On sait que ce temps est précieux quand on est à la fois un athlète de haut niveau. Combien d'heures d'entraînement tu as par semaine? 5 fois par semaine, entre 2 et 4 heures. Ça fait donc un total de 16 heures par semaine d'entraînement? De tir. De tir, rien que de tir, quoi. Hein. Ah, donc on sait que ton temps est précieux. Merci. Tu nous as fait vibrer à la finale du championnat de France 10 mètres. Et donc tu es 3 fois championne de France. Voilà, bravo. Bravo. On a bien vibré. Et donc, ce temps que tu nous consacres, entre tes entraînements, tes compétitions et bien sûr ton métier de coach, de préparateur mental et d'entraîneur de tir 10 mètres, 25 mètres dans tes compétences, euh, merci de nous consacrer ce temps. Comment on va le consacrer? Alors, hop, si je vais sur cet écran-là, je dois pouvoir passer à l'écran suivant. Voilà, clac. Voilà, donc 1 heure avec Mathilde. Comment on va s'organiser? On va passer 30 minutes. Mathilde va nous expliquer ce qu'elle peut nous dire sur la préparation mentale. Alors 30 minutes, c'est incomplet. Hein, c'est forcément des choix, c'est forcément des raccourcis, c'est forcément des choses un peu courtes, mais on a décidé que c'était le format. Et ensuite, un débat entre nous, que j'espère riche, chaleureux, bienveillant, pour permettre de discuter ensemble. On va essayer dans un premier temps de privilégier les questions écrites, comme ça on peut les trier plus facilement, on peut laisser un temps à Mathilde de les lire, de les choisir, et après on ouvrira les micros quand on aura traité un peu toutes les questions écrites. Qu'est-ce qui va se passer après? On va envoyer une synthèse, donc on va rédiger une petite synthèse de nos débats et on la publiera. Et après tout ça, vous nous direz hein, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ce format-là est sympa, est-ce que Mathilde est sympa, et qu'est-ce qu'il faut refaire derrière? Est-ce qu'il faut refaire le même format, même périmètre pour tous les gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir venir, et où est-ce qu'on doit approfondir un thème et quel thème? Il y en a moult, donc à ce moment-là, après la publication de la synthèse, on vous demandera, ouais, vous serez libre pour vous exprimer sur le fait de dire on en reveut et on en reveut sur ce thème-là, en étant le plus précis possible sur le périmètre que vous souhaitez. Avant de passer la parole à Mathilde, comme je sais qu'elle ne va pas en parler, puisqu'elle est là pour parler uniquement de préparation mentale, Mathilde gère déjà du coaching mental pour des personnes. Elle suit ces personnes-là. Elle a aussi monté un programme d'entraînement qui s'appelle CapTir, qui permet de progresser en faisant du 10 mètres ou du 25 mètres. Voilà. Et peut-être pour une petite question, Mathilde, quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est bientôt là. On en est où dans la saison, dans ta saison, dans ton calendrier? Là, c'est un peu calme. Les compétitions internationales n'ont pas vraiment encore débuté au 25 mètres, donc là, c'est à peu près calme. Ce week-end, je serai présente à Blois au championnat de France des clubs, donc peut-être qu'on se croisera aussi pour certains d'entre vous.
Très bien. Eh ben, je te donne le micro, Mathilde, et est-ce que ouais, je peux regarder s'il y avait déjà des questions, peut-être dans les conversations. Est-ce que tout le monde est d'accord sur le mode d'emploi? Pas de soucis? Alors on peut démarrer, hein. Ok, alors vous allez me dire si ça fonctionne Oui, ça fonctionne. bien. Ok, le partage de connexion, enfin le partage d'écran déjà fonctionne. Oui, on a réussi ça déjà. Ok. Alors bonsoir à tous. Déjà, je vous remercie d'être présents. Comme Nicolas l'a dit, c'est une première pour mon tir sportif, mais également pour moi. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît, ce soir. Et on attend évidemment vos retours pour pouvoir améliorer ou non ce système d'ailleurs, s'il ne vous convient pas. Comme Nicolas l'a dit, n'hésitez pas à intervenir sur la conversation, poser des questions. On les traitera au fur et à mesure ou à la fin, on verra. Aujourd'hui, enfin ce soir, on va faire à peu près 30 minutes de présentation et ensuite, ça sera 30 minutes débat, d'échange pour justement essayer de répondre au maximum de questions. Donc, qui suis-je déjà pour commencer? Donc, moi, je suis athlète de haut niveau depuis 2012 et membre notamment de l'équipe olympique, donc en 2016 à Rio, 2020 à Tokyo et cette année à Paris. J'ai notamment été finaliste aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. J'ai eu quelques médailles à l'international et j'espère pouvoir étoffer ce palmarès et progresser encore plus. Au niveau de mon parcours et formation, j'ai découvert la préparation mentale en 2016, après les Jeux de Tokyo, qui pour moi se sont plutôt très mal passés parce que j'étais pas prête à une échéance de si grande ampleur et je me suis clairement un peu effondrée mentalement sur cette grande échéance. Donc à la suite de ces Jeux Olympiques, j'ai souhaité entamer un travail en préparation mentale. Et il se trouve que ce travail m'a tellement apporté que j'ai souhaité orienter mes études dans ce domaine pour, j'espère, pouvoir un jour apporter autant que ce que mon préparateur mental m'a apporté. Donc à la suite de ça, j'ai fait un master STAPS en préparation mentale et en accompagnement de la performance. Et en parallèle, j'ai passé un DEGEPS tir sportif que certains peut-être connaissent ou peut-être ont aussi passé. Aujourd'hui, je suis militaire détachée, c'est-à-dire que mon travail, c'est de m'entraîner, de représenter la France, évidemment, sur les compétitions internationales, également sur les compétitions militaires, donc civiles et militaires. Et en parallèle de ça, je suis là aussi ce soir pour justement essayer de partager mon expérience et pouvoir donner un peu de mon expérience et de mon parcours, pouvoir le partager, donc notamment avec vous ce soir. On va passer du coup sur la présentation de la préparation mentale. Donc, n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, interagissez, n'hésitez pas. Est-ce que aujourd'hui vous êtes des tireurs ou est-ce que vous êtes entraîneur? Ah, ok, donc j'en sais rien. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont suivi une formation en préparation mentale, donc notamment au championnat de France? J'interviens sur une thématique similaire. D'ailleurs, le contenu est à peu près similaire aussi. Donc, il y en a peut-être qui ont déjà participé à cette formation. L'avantage, c'est que derrière, il va y avoir un débat qui est nouveau. Donc, vous allez quand même, j'espère, découvrir quelque chose ce soir. Pour remettre dans le contexte, la préparation mentale fait partie de la performance et des 5 facteurs de la performance. Donc, il y a le côté technique, évidemment, que tout le monde connaît parce qu'on le met souvent en avant, le côté physique, qui commence à se développer aussi en tir, le mental qui met un peu de temps à arriver, et aussi tout le côté préparation du matériel et tactique, stratégie de match.
Donc la préparation mentale fait partie de ces 5 facteurs de performance. Qu'est-ce que la préparation mentale? Par définition, la préparation mentale permet l'optimisation et la pérennisation des performances en développant ses habiletés mentales. Elle va développer la capacité de faire face de façon optimale aux facteurs internes et externes des situations. Donc les facteurs internes, c'est tout ce qui va se passer dans notre corps, que ce soit nos pensées, nos émotions, notre comportement. Et externe, c'est enfin ce qui ne dépend pas de nous et ce qui dépend de notre entourage. L'objectif principal, ça va être de maintenir l'efficacité du geste dans une situation de compétition. Je pense qu'on a tous et qu'on est tous concernés par un entraînement, ça se passe super bien. On arrive en compétition, on a l'impression de ne plus savoir faire. Et la préparation mentale peut justement aider et combler cet écart qui peut exister entre la compétition et l'entraînement. Parce qu'on est, je pense, tous d'accord pour dire que l'entraînement c'est bien, mais ce qu'on veut c'est surtout réussir et être pleinement satisfait de ces compétitions. Il y a une définition qui est intéressante que je vous partage aujourd'hui, c'est la préparation à la compétition par un apprentissage d'habilités mentales et d'habilités d'organisation dont le but principal est d'optimiser la performance de l'athlète tout en promouvant le plaisir de la pratique et en favorisant l'autonomie. Il y a plusieurs points qui sont intéressants là-dedans. Déjà, on parle d'apprentissage. Si on parle d'apprentissage, c'est quelque chose qui prend du temps, comme tout apprentissage. Ensuite, il y a la notion de performance, c'est-à-dire que la préparation mentale ne s'applique pas qu'au domaine du sport. Une performance, ça peut être un examen, une préparation à un examen, ça peut être une préparation à un concert de musique, un concours. Voilà, ça ne s'applique pas seulement au sport, mais vraiment dans tous les domaines où du moins on recherche une performance. Et enfin, il y a cette notion de plaisir. Moi, j'insiste beaucoup sur ça parce que je pense que c'est la base. On fait un sport, mais ce qu'on cherche avant tout, c'est cette notion de plaisir, d'être satisfait de ce qu'on fait, de notre compétition. Qu'on gagne ou qu'on gagne pas, on peut, et heureusement d'ailleurs, qu'on est satisfait, pas seulement en gagnant. Donc cette notion de plaisir, elle est super importante. C'est ce qui fait que qu'on est là ce soir, que vous aimez le tir, que vous faites du tir. Et même si en compétition, c'est difficile, je pense que on est tous plus ou moins pareils pour dire que on se prend des coups en compétition. Ça marche pas tout le temps, peut-être pas souvent, mais on s'accroche parce qu'on revient quand même à chaque fois. On est peut-être un peu un peu sadique sur les bords, à chaque fois revenir, mais c'est qu'il y a bien cette notion de plaisir et c'est ça qu'on va chercher à développer. Et enfin, l'autonomie, le dernier point de cette magnifique définition, l'autonomie, pourquoi tout simplement parce que l'idée de la préparation mentale, c'est d'être autonome, d'avoir tous les outils nécessaires et de savoir, sur un plus ou moins long terme, utiliser ces outils tout seul et de ne pas être dépendant de quelqu'un. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir. À les écrire. À les écrire, pardon. Oui, parce que les micros sont coupés. Quel public est concerné par la préparation mentale? Finalement, tout le monde. Tout le monde. Alors, c'est vrai que ces dernières années, il y a des grands sportifs de haut niveau, on va dire, par exemple, Teddy Riner, qui notamment a commencé à parler, qui était suivi en préparation mentale. Au début, c'était un sujet un peu tabou, même auprès des entraîneurs, parce que ça voulait dire que l'entraîneur n'était pas suffisant à l'athlète. Donc, pour certains entraîneurs, c'était un peu difficile aussi à admettre dans le domaine du sport de haut niveau. Aujourd'hui, je dirais pas à 100% des athlètes sont suivis par un préparateur mental, mais une très, très, très grande partie. Et aujourd'hui, on s'en cache plus et c'est plus quelque chose de négatif de dire qu'on fait un travail en préparation mentale pour optimiser nos performances.
Donc le fait que dans le sport de haut niveau, ce soit un peu plus démocratisé, bah, ça donne aussi envie aux autres. Pourquoi? Bah, parce qu'on fait tout comme les grands champions. Donc vraiment, la préparation mentale, c'est pour tout le monde, ce n'est pas réservé au sport de haut niveau. Il n'y a pas de limite d'âge. Ça touche les sports individualisés, les sports individuels, les sports collectifs, vraiment, ça touche tout le monde. Et on a dit aussi que c'était pas que dans le domaine du sport et que ça touchait aussi d'autres notions de performance. Alors quand, comment et avec qui? Bah déjà, à quel moment faire un travail en préparation mentale? Quand est-ce qu'il faut travailler son mental? Bah, idéalement en début de saison, donc comme là par exemple, si on parle de la saison 25-50 mètres, on est en début de saison, donc ça serait, on va dire, un peu l'idéal pour mettre en place les bases. Souvent, bah voilà, à quelques jours de l'échéance, quand on dit bah ça y est, il n'y a plus rien qui va, bah, malheureusement, il n'y a pas de magie. On a dit que c'était un apprentissage, qui dit apprentissage dit du temps. Si on appelle le préparateur mental une semaine ou 3 jours avant la compétition, bah, malheureusement, c'est trop tard. Donc au plus tôt on entame un travail, ça évite qu'on soit complètement submergé par nos émotions ou autres, hein, d'ailleurs pas que les émotions, catastrophé la veille de la compétition ou le matin de la compétition. Avec qui travailler son mental? Et idéalement, enfin pas idéalement, avec un préparateur mental avec lequel on se sent en confiance. C'est vraiment la personne qui choisit son préparateur mental. On a beau dire, bah, je sais pas, une personne, c'est un super préparateur mental de plein de champions, bah, si moi je me sens pas en confiance avec lui, je vais pas aller le voir. Pourquoi? Parce que bah, ça demande une relation de confiance. J'ai besoin de me confier et inversement, moi en tant que préparateur mental, j'ai besoin qu'on me donne des informations. Donc c'est vraiment une relation de confiance qui est nécessaire. Ça peut être intéressant aussi de vérifier les diplômes et formations. Pourquoi? Parce que la préparation mentale aujourd'hui n'est pas un diplôme reconnu. C'est-à-dire que tout le monde peut se dire préparateur mental. À l'issue de cette formation, vous pouvez dire bah, moi je connais la préparation mentale, je me lance à mon compte. Donc, que ce soit un jour de formation, 1 heure, 1 semaine ou on va dire à l'extrême comme ce que j'ai fait 5 ans, donc un master en préparation mentale, évidemment que le contenu ne sera pas le même. Mais j'ai envie de dire, si vous vous sentez bien avec une personne qui n'a pas forcément de diplôme, mais qui vous apporte quelque chose, allez-y. Enfin, on dit souvent que l'entraîneur est le premier préparateur mental du sportif. Bah, pourquoi? Parce que bah, c'est souvent à notre entraîneur qu'on se confie dans un premier temps. Après, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'adultes dans ce groupe. Et je sais aussi malheureusement que bah, les adultes sont souvent tout seuls dans leur stand de tir et n'ont malheureusement pas d'entraîneur. Comment travailler son mental? Bah, il y a différentes manières de le travailler. Ça peut être en salle, en visio, comme on fait là, sous forme d'entretien. En préparation mentale intégrée, c'est-à-dire bah, directement sur le lieu de pratique du sport, c'est-à-dire nous, ça serait sur un stand de tir. Ça peut être sur demande ou à échéance régulière. Moi, je sais que je fonctionne exclusivement à échéance régulière, tout simplement parce qu'on parle d'apprentissage. Un apprentissage, c'est on a une problématique. Pour résoudre ce problème, eh ben, on aura besoin on part sur un travail sur 3 mois, 2 séances par mois sur 6 séances. Et du coup, à chaque séance, il y aura une thématique de travailler pour justement avancer. Et cette notion d'apprentissage prend tout son sens. Sur demande, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que, ce que je vous racontais tout à l'heure, la veille de la compétition, on appelle et on dit ah, il n'y a plus rien qui va. Malheureusement, on peut essayer d'enclencher quelque chose, mais ça sera plus, on va dire, essayer de mettre un pansement sur une plaie pour essayer d'arrêter l'hémorragie, mais le travail de fond ne sera pas fait et malheureusement, la situation se reproduira à la prochaine compétition. Toujours pas de questions, j'ai l'impression, dans la conversation. Je continue.
Au niveau des domaines d'intervention, il y a 4 grands domaines d'intervention en préparation mentale. Le domaine motivationnel, qui va faire référence aux difficultés qu'on peut rencontrer pour se mobiliser et agir. Il va y avoir le domaine émotionnel, tout ce qui va être gestion du stress, gestion des émotions de manière plus globale. Le domaine cognitif, là on y met évidemment beaucoup de choses, tout ce qui est représentation de soi, des autres, des compétitions, la gestion de l'attention, amélioration du geste technique et encore plein d'autres trucs. Et le dernier domaine, c'est le domaine relationnel, avec une cohésion de groupe ou éventuellement des problèmes relationnels qu'on peut rencontrer. Ou tout simplement aussi améliorer les relations qu'on a aux autres dans son club, avec ses coéquipiers, etc. Donc là, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est pour chaque domaine, donner un exemple pour, j'espère, que faire émerger des questions pour la suite et les débats après. Donc sur le domaine motivationnel, j'ai choisi, on va dire, 2 thématiques, je pense, les plus pertinentes, la fixation d'objectifs et la planification. Il y a évidemment d'autres exemples, par exemple, quelles sont les sources de motivation qui pourraient rentrer dans ce domaine. Mais bon, malheureusement, le temps est quand même assez réduit. Donc, on va aller à l'essentiel. Au niveau de la fixation d'objectifs, de manière générale, l'objectif, c'est de savoir où je vais et ce que je veux. Exemple, et là, c'est très pertinent pour savoir si vous saurez quoi répondre. Si je vous pose la question, ou du moins posez-vous la question, quels sont vos objectifs pour cette saison 25-50 mètres carrés? Quelles sont les étapes pour y arriver? Les étapes, ça va déterminer les sous-objectifs. Déjà, c'est une question bête, mais si aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse, finalement, vous allez un peu tourner en rond, malheureusement, toute cette saison. Donc, la détermination, c'est donner un cap, une direction à suivre sur ces 4 mois, on va dire, de saison été. Après, il faut savoir qu'il existe différents types d'objectifs qui vont influencer la qualité de la motivation. Alors, il y a des objectifs de performance, de résultats et de maîtrise. Alors, je ne sais pas du tout si ça vous parle, mais je sais aussi que vous n'avez pas de micro, donc vous ne pourrez pas me répondre, alors je continue mon monologue. Les objectifs de performance, c'est la question qu'on vous pose tout de suite quand vous revenez de compétition, c'est alors, t'as gagné. Les objectifs de performance, c'est le classement. On a gagné, on a perdu, on est 2e, on est 15e, on est 20e. Performance, c'est j'attends une place. Les objectifs de résultat, ça va être plus un score à réaliser. D'ailleurs, j'en profite, quand on parle de score à réaliser, j'aime pas parler de score brut. J'entends souvent les gens dire moi, je veux faire, je sais pas, au pistolet, 550. Ok, sauf que faire 550 tout rond, c'est très compliqué. Et là, il y a une machine qui se met en route. Dès qu'on va faire un 8, on va dire je suis sur la bonne moyenne. On fait un 10, c'est bon. Mais là, mince, j'ai fait un 6 du coup. Et là, il y a une machine qui se met en route là-dedans. J'en vois qui rigolent, donc c'est plutôt bon signe. C'est qu'ils comprennent aussi ce que j'ai pu vivre ou ce que d'autres ont vécu. Donc, quand on parle de score, j'aime bien parler de fourchette à atteindre et pas de score brut. Ça évite que cette machine elle se mette en route rapidement. Donc, les objectifs de résultat, c'est un score à réaliser. Et enfin, les objectifs de maîtrise, c'est une action concrète à réaliser. Par exemple, réaliser un bon lâcher. Par exemple, mettre en place la séquence de tir. Par exemple, faire une pause après une erreur. 3 objectifs qui sont complémentaires. Si l'objectif, c'est juste je donne d'ailleurs l'exemple, ok, une personne me dit, moi, je veux être top 15 championnat de France. Je lui dis, ok, c'est génial. Le top 15, est-ce que tu sais, l'année dernière, le top 15 à combien il était? Ah, non. Ah, mais tu veux faire un top 15, mais tu sais pas déjà dans quelle fourchette de points se situer. Donc, au plus les objectifs seront précis, concrets,
au plus ça te donnera le cap et la direction à suivre. Donc, déterminer les objectifs, c'est indispensable en début de saison. Et donc là, on est en début de saison, donc c'est parfait. Donc, déterminer les objectifs. Ensuite, il y a la planification. L'objectif, c'est de préserver la motivation sur le long terme, sur la saison 10 mètres, sur la saison 25 mètres, ou pourquoi pas sur plusieurs saisons aussi. Exemple, j'ai comme objectif de faire une finale au championnat de France. Je vais établir un rétro-planning en identifiant les étapes pour y arriver. Aujourd'hui, je suis ici, je dois faire un état des lieux. Aujourd'hui, où j'en suis, quelles sont mes compétences? Dans 4 mois, il y a le championnat de France. Je veux faire une finale au championnat de France. Quelles compétences je dois développer en 4 mois? Ensuite, quelle étape je dois mettre en place? L'étape numéro 1, par exemple, il y a les départementaux. Si je ne fais pas les départementaux, je ne peux pas me qualifier aux régionaux. Et si je ne fais pas les régionaux, je ne peux pas me qualifier aux France. Donc, on détermine des sous-objectifs, les étapes pour y arriver. Un exemple, j'estime que sur les régionaux, je dois réaliser une bonne tenue. Ça sera la première étape, le premier cap à faire. Après, par contre, sur les régionaux, qui est sur un laps de temps plus long, il faudra que j'améliore ma stabilité, par exemple. Si vous avez d'autres exemples ou des questions, hein, vraiment, j'insiste, mais n'hésitez pas à interagir et à écrire un petit mot. Donc ça, c'est la planification qui va de pair avec l'objectif. Une fois que j'ai déterminé mon objectif, c'est qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps-là. Ensuite, on passe au domaine émotionnel. Alors, je pense que j'ai choisi la gestion du stress parce que je pense que ça concerne la majorité d'entre vous ce soir. La gestion du stress. Déjà, qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est une réaction soudaine de l'organisme face à une agression, un choc physique ou nerveux. Les émotions vont dépendre de la façon dont on perçoit ce qui se passe. Évidemment, de notre humeur, de notre expérience, de notre sentiment de compétence, de notre situation au moment présent. L'objectif, c'est d'arriver à faire ce que je sais faire habituellement à l'entraînement et d'être capable de m'adapter à toutes les situations que je vais rencontrer. Les excuses de oui, mais aujourd'hui, j'ai mal dormi, il y avait du vent, il y avait quelqu'un qui parlait derrière, la luminosité elle a changé. On est tous pareils, on est tous dans la même situation, mais il y en a qui arrivent à s'adapter plus que l'autre. Donc c'est quelles sont vos compétences face à potentiellement ce changement de situation. Par exemple, voilà, j'appuie sur le bouton match. Pour ceux qui seront présents au championnat de France des clubs ce week-end, voilà, ce truc de dire j'appuie sur le bouton match et puis d'un seul coup, ouf, je suis submergée de stress. Il y en a, c'est même la veille de la compétition, ils dorment pas bien parce qu'ils commencent à ressentir un peu de stress. Il y a le stress aussi positif. Ah là, je viens de faire 4-10 de suite. Ouh, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de 8. Hein. Et là, bim, 8. Tout ce stress. Il y a une citation que j'aime bien, que je vous partage ce soir. Notre plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. Je vous laisse méditer. L'idée, c'est de dire, voilà, il faut que je sois capable de stopper des émotions négatives pour la performance et d'amorcer des émotions positives. Et encore, je vais rectifier parce que pour moi, j'ai fait une erreur. J'aime pas parler d'émotions négatives et d'émotions positives. On parlera plutôt d'émotions favorables et défavorables. Pourquoi? La colère, c'est quelque chose, une émotion négative. Par contre, pour certains, à certains moments, je fais une erreur, du coup, je me mets en colère. Et cette colère me permet derrière d'être plus mobilisé, plus attentif et finalement d'être plus performant. Donc, c'est une émotion qui est négative, mais elle est favorable pour la performance. Et à l'inverse,
La joie, l'euphorie, c'est une émotion positive. Par contre, quand je suis trop joyeuse, trop euphorique quand je tire, je suis peut-être pas très bien concentrée, pas très lucide sur ce que je fais. Du coup, c'est une émotion positive, mais qui est défavorable à la performance. J'espère que je vous ai pas perdu là. L'objectif, encore une fois, c'est de savoir gérer au mieux toutes les situations auxquelles nous pouvons être confrontés en compétition. On te suit, Mathilde. Merci Nicolas. On passe maintenant au domaine cognitif. Donc, j'ai sélectionné la confiance en soi, mais évidemment, il pourrait y avoir la concentration, l'attention, la gestion de l'activation, l'optimisation d'un geste technique. Voilà. On va centrer un peu plus sur la confiance en soi parce que je me suis dit que c'était, j'espère, des thématiques qui vous intéresseraient le plus et qui vous inspireraient le plus. La confiance en soi, donc par définition, c'est la perception de ses propres capacités face à une tâche. La confiance en soi est en lien avec la gestion du stress et des émotions. Exemple, à combien j'estime mon niveau actuellement? Est-ce que je suis prêt pour telle ou telle compétition? Est-ce que j'ai confiance en mes capacités? Et là, on va tomber sur une balance. On dit que le stress il naît de la différence entre la perception de la demande et la perception des réponses possibles. La demande, c'est la tâche à réaliser. Les capacités, c'est quelles sont mes ressources de disponibles face à cette tâche. Si cette balance, elle est en équilibre, alors, j'ai envie de dire, tout va bien se passer. Par contre, si jamais la tâche qu'on me demande, c'est-à-dire l'objectif que je me fixe, est par exemple trop haut, et mes ressources, les capacités que j'ai l'impression qu'elles sont trop faibles. À ce moment-là, on est sur une balance qui est déséquilibrée et on se retrouve dans une situation de stress. Donc, le stress, c'est vraiment l'équilibre des deux. Si vous êtes tout le temps stressé en tir, posez-vous la question, est-ce que votre objectif est cohérent ou non? Si votre objectif est hyper difficile et que vous avez l'impression d'être hyper nul, là, cette balance, elle va être vraiment déséquilibrée. Comment rééquilibrer cette balance? Prendre conscience de ses capacités. Ou alors, mettre en place des objectifs plus atteignables. Moi, à l'entraînement, j'ai pas de problème. Hein. Eh oui, parce qu'à l'entraînement, on se pose pas la question quelles sont mes capacités et qu'est-ce que je dois faire. Un entraînement, on fait des plombs dans un carton, qu'on tire bien ou qu'on tire mal, on se pose pas de questions. Par contre, en compétition, on veut bien faire, on veut gagner, on veut faire un score, on veut faire un 10. Et comme par hasard, en situation de compétition sous émotion, on a l'impression de plus avoir tiré. Alors que la veille ou même aux essais 5 minutes avant, tout allait bien. Mais d'un seul coup, il y a des émotions qui fait que j'ai l'impression que mes ressources, il n'y en a plus. Par contre, la tâche que j'ai à faire, elle me paraît de plus en plus compliquée parce qu'en plus, j'ai de moins en moins de ressources. Donc la balance, elle est encore plus déséquilibrée, qui génère encore plus de stress. Et là, c'est la panique. Donc c'est vraiment très important. On dirait que tu parles de moi, Mathilde. Non, pas du tout. Et je pense qu'il y en a d'autres qui se sentent peut-être visés dans cette situation. Parce que malheureusement, on est tous comme ça, on est tous, je pense, humains. Je pense que c'est l'humain qui veut ça, qu'on se met des attentes peut-être trop hautes ou, je donne aussi un exemple, les jeunes, souvent, le jour de la compétition, ils veulent faire un méga échauffement. Ok, je m'échauffe jamais en entraînement, mais là, aujourd'hui, c'est la compétition, je prends une demi-heure d'échauffement. Ok, là, déjà, dans cette situation, avant même de commencer, le cerveau, il est en alerte. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est pas normal. Donc déjà, il se prépare à une situation de stress.
Ou à l'inverse, enfin, je parle des jeunes, mais ça peut être n'importe qui. Je prends cet exemple parce que j'ai des exemples de jeunes en tête. Les jeunes qui sont tout le temps sur leur téléphone entre 2 plombs à l'entraînement, et ben, le jour de la compétition, ils ont pas leur téléphone. Et du coup, ils ont créé peut-être une distraction autour de leur téléphone. Ils ont créé quelque chose, le jour de la compétition, il y a plus. Et là, le jour de la compétition, quand on range son téléphone dans la poche ou dans le sac, le cerveau, encore une fois, il est en alerte. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Donc, Voilà. tu vas nous parler de routine alors? Non, Non. mais j'espère qu'il y aura des questions sur ça. Non. J'espère qu'il y a des questions qui commencent un peu à vous venir en Donc, tête. je vous souffle la question, hein. C'est quoi la routine? Ok, on le voit juste après. Ok, on termine sur le domaine relationnel. Donc là, j'ai mis en avant la cohésion de groupe, mais il peut y avoir aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'entourage, améliorer la communication avec mes coéquipiers, mon entraîneur, mon club de manière générale. L'objectif d'une cohésion de groupe, c'est de favoriser une bonne ambiance et permettre à chacun de trouver sa place au sein du groupe. Voilà, que chacun soit accepté, que y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont moins forts. C'est pas pour autant que les plus forts doivent rabaisser les moins forts et inversement. C'est chacun doit trouver sa place au sein du groupe. Par exemple, voilà, instaurer un respect mutuel. Chacun respecte le niveau des autres et la personnalité de chacun. Favoriser une bonne ambiance qui soit propice à la performance, que ce soit sain et que ça tire tout le monde vers le haut. Et cette notion de soutenir ses coéquipiers quoi qu'il arrive. Créer une notion de groupe, même si on est dans un sport individuel. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que j'ai parlé beaucoup, toute seule. J'espère que vous avez suivi. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Déjà, c'est que la préparation mentale, elle va venir compléter le travail technique que vous faites, physique, et la préparation du matériel et éventuellement le côté stratégie et tactique. C'est vraiment un complément d'entraînement. On entend souvent, tant que t'es pas bon pas physiquement, tant que t'es pas bon techniquement, ça sert à rien que tu fasses de la préparation mentale parce que t'es nul techniquement. Non. On peut tout travailler en même temps. Si j'attends d'être très forte techniquement pour faire de la préparation physique et pour améliorer ma condition physique, ce sera trop tard. Et si j'attends que tout soit bon pour travailler avec un préparateur mental, je serai déjà à la retraite alors que je n'aurais pas commencé. Donc tout se fait en parallèle. La préparation mentale, elle va permettre d'améliorer les performances et le bien-être dans la pratique sportive. On parle d'apprentissage, donc si c'est un apprentissage, c'est quelque chose qui prend du temps. Et j'insiste, désolée, mais la baguette magique n'existe pas. Pas de magicien, c'est le travail qui va faire la différence. Que souvent on dit que le premier préparateur mental, c'est l'entraîneur. Pour les jeunes qui sont là et qui ont la chance d'être suivis par un entraîneur. Et enfin, la préparation mentale, c'est une démarche individuelle qui comprend un accompagnement personnalisé. Il peut y avoir autant de manières de travailler, de demandes que de personnes. Ce qui fonctionne sur moi ne fonctionnera peut-être pas sur Nicolas, ne fonctionnera peut-être pas sur vous. Et ce qui est riche dans la préparation mentale, c'est que on a une finalité, mais on a plein de chemins différents pour y arriver. Et ça, ça dépend de chacun, de l'expérience de chacun. Et l'objectif, c'est que les performances soient meilleures et surtout qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait. Et j'ai fini. Alors, je vais arrêter mon partage de connexion. Alors, j'ai ouvert tous les micros. Alors, on va privilégier la communication par le chat, hein. Vous avez le bouton conversation en haut de l'écran, où donc en cliquant dessus, vous voyez apparaître le fil des questions et vous pouvez remplir ça. Mais comme c'est une première aussi, j'ai activé les micros, donc suivant comme ça se passe, on pourra, après avoir expurgé toutes les questions écrites, se parler en normal, c'est-à-dire entre humains.
mais on est 40, donc il faudra se trouver un mode d'emploi, quoi. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions? Eric, je te propose de modérer la liste des questions, ou de choisir les questions, hein. Ton micro est fermé. Alors, les questions, on en a pas mal. Donc, pour commencer, une question de Nicolas qui demande s'il y a des ouvrages, des livres qui sont dédiés à la préparation mentale et si tu peux conseiller des ouvrages. Alors, j'en ai un en tête qui est, qui est assez lourd. En fait, ça dépend. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce domaine-là? Il y en a un qui est très complet, qui s'appelle la Bible de la préparation mentale. C'est la méthode Target. Donc, c'est un ouvrage qui est vraiment très riche avec des exercices, avec de la théorie. Si vous aimez bien un peu piocher, aller chercher des informations, il y a celui-ci. Après, aujourd'hui, ouais, voilà, il y a Amélie qui le montre en vidéo, qui est voilà, vraiment très complet. Si vous aimez bien chercher et piocher, parce que voilà, vous avez vu que c'est une Bible, hein. Le livre, il fait à peu près ça. Il y a énormément d'informations. Nico t'en montre un autre, mais je vois Non, pas le c'est la même, deuxième, ce que c'est. c'est le même, mais la Ah, version ok. 2. Ah, ok. On voyait pas bien. Bon, Donc voilà, on mettra ça en c'est ligne. après voilà, aujourd'hui des livres sur le développement personnel, il en existe tellement que je les ai même moi pas tous lus encore. J'en ai eu plusieurs dans ma bibliothèque, mais celui que je recommande vraiment, ça serait la méthode Target pour un apprentissage en autonomie et très complet. Eric, est-ce qu'il y a d'autres Alors, questions? oui, pour la suite, donc pour une préparation mentale, à minimum, il faut compter combien de temps? Et en moyenne, il faudrait compter combien de temps? Alors ça dépend vraiment de chacun. Euh, Moi, j'ai constaté, on va dire, après c'est juste un constat, qu'en moyenne, 6 séances c'était correct. Donc voilà, en 6 séances, il peut y avoir déjà des bons résultats, un bon entame et une amélioration de performance. Après, il y en a qui sont très réactifs, qui vont rapidement avoir des résultats, d'autres un peu moins. Et évidemment, bah, c'est pas linéaire, hein, la progression, elle fait pas ça, hein. C'est comme la progression technique, on a l'impression d'avoir trouvé le bon truc, puis d'un seul coup, hop, on rechute et on remonte et on rechute. Donc en moyenne, je conseillerais 6 séances, c'est déjà une bonne base pour commencer. Ok, donc ensuite, quel domaine de préparation mentale il faut privilégier quand on commence dans dans les différents domaines que tu as donnés en début de présentation? Donc, il y avait le Alors, motivationnel, puis les autres. c'est propre à chacun. Ça dépend vraiment alors, j'aime pas parler de problème, mais quelle est votre demande? Aujourd'hui, si vous voulez commencer à travailler en préparation mentale, ben, sur quoi vous voulez partir? Quel est voilà, votre problème identifié? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répercute souvent? Il y en a, ça va être plus la gestion du stress. Il y en a d'autres, ça va être la concentration parce qu'ils ont du mal à se concentrer. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de domaine à commencer en priorité et c'est vraiment en fonction de chacun, de comment vous vivez vos matchs et, euh, et quel est le plus important pour entamer le travail. Donc ça veut dire D'accord, qu'on donc, arrive, on est capable de faire un auto-diagnostic, on est capable de relativement qualifier le problème mental qui nous intéresse, quoi. Oui, si vous prenez, si vous prenez un quart d'heure, 10 minutes en vous posant, notamment après une échéance, après une compétition, ben voilà, qu'est-ce qui m'a manqué aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que bah, j'ai pas atteint peut-être le score voulu ou qu'est-ce qui fait que je pourrais progresser sur les compétitions? Et généralement, en se posant
en se posant les bonnes questions aussi. Et ce genre de questions, on arrive à identifier des axes de travail, prioritaires en tout cas. D'accord, donc ça, on peut aussi considérer, enfin, on peut aussi penser qu'il y a un travail peut-être préparatoire à faire justement avec un préparateur mental qui va déterminer quels sont les domaines qu'il va falloir travailler aussi. Oui, évidemment, on peut le faire en autonomie. On peut aussi se faire aider. Mais on va dire jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a appelé en me disant j'ai envie de travailler en préparation mentale, mais j'ai aucune idée de ce que je veux faire. À chaque fois, il y a des pistes. Moi, j'ai constaté que mon problème, c'est ça. J'arrive super bien à faire ça, mais par contre, je comprends pas dans cette situation, j'y arrive pas. Donc finalement, tout le monde a déjà un peu une piste sur lequel axer un travail. Est-ce que je peux juste intervenir? Vous Oui. m'entendez? Bien sûr. Ouais. Oui, on t'entend, Amélie. Moi, je voulais juste dire, concernant ce que vous venez d'évoquer, c'est qu'effectivement, pour avoir fait appel à un coach mental qui sert aussi dans la vie de tous les jours, hein, c'est beaucoup plus large, je dirais que c'est vachement intéressant. Mais c'était pour le tir. Mais moi, je fais beaucoup de wing foil et je me suis cassé des côtes et j'ai des blocages parce que j'ai peur, donc j'ai travaillé sur plusieurs choses. Mais je pense que ce qui est vachement important, c'est d'avoir quelqu'un professionnel, de manière à faire, comme le disait Eric, il faut faire un point général sur où j'en suis. Et comme tu le disais, Mathilde, qu'est-ce que je veux faire? Il faut vraiment tout poser parce que moi, j'ai bossé des heures sur l'ordi avec des PowerPoint que j'ai fabriqués et ça a tout dénoué, ça a tout mis à plat. Et là, après, je suis des chemins et ça peut rendre autonome effectivement plus facilement. Sinon, on part dans tous les sens, quoi. Alors, le coach ne suffira pas forcément. Il y a vraiment un travail personnel à faire, aider du coach, et c'est vraiment génial, quoi. Là, je recommande à tout le monde, en tout cas. Et nous, les vieux, dans les clubs, on n'a personne. Donc, il faut trouver des solutions à l'extérieur. Et ça, moi, je ne comprends pas. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Tous les micros sont ouverts, hein, donc vous pouvez activer vos micros et poser vos questions. On est 40, donc il faut arriver juste à trouver le mode d'emploi pour qu'on puisse se partager la parole et échanger, quoi. Une autre question pour Mathilde. Qui se lance? Jérôme, t'as rien à dire? Grand sourire de Jérôme. Alors, on avait une série de questions concernant le stress. Comment gérer le stress lié au fait que j'ai peur de mal faire alors que je sais faire? Donc, comment gérer son stress? Donc, une question un peu plus globale. Et comment gérer son stress après un mauvais plan? Ok. Alors, donc la question, c'est comment gérer son stress, on va dire de manière globale, Oui, et plus précisément après un mauvais plan. Alors, de oui, manière globale, oui, déjà, c'est c'est ça. sur l'équilibre de la balance dont je vous parlais tout à l'heure, c'est finalement quels sont mes objectifs, quelles sont mes attentes par rapport à mes capacités. Les attentes, déjà, est-ce que vous avez fixé un objectif? Est-ce que ces objectifs sont réalisables, atteignables? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment? Donc, c'est travailler sur cette notion d'objectif. Et enfin, les capacités, ça peut être par exemple lister à l'entraînement tout ce que vous savez bien faire. Et d'ailleurs, ça sert à ça un cahier de tir, c'est qu'est-ce que je sais bien faire. Et le jour où du coup vous allez arriver le matin de la compétition ou même pendant la compétition, à un moment donné, être complètement perdu et avoir l'impression de ne rien savoir, plus rien savoir faire, c'est reprendre vos petites notes et dire ah bah oui, je suis fort, mes forces c'est ça, 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 ça. Et du coup, ça va augmenter vos capacités parce que ça va vous rappeler et ça va faire ressortir toutes vos forces. Donc déjà, ça va permettre à rééquilibrer un peu la balance. Ensuite, que faire après un mauvais plan? On a parlé un peu de notion de routine tout à l'heure. On peut très bien mettre en place une routine de reprise. C'est-à-dire, voilà, après un mauvais plan, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je commence par faire 4 respirations, 4 ou 30 secondes de respiration. Ok, ensuite, je vais peut-être faire un tir à sec ou je vais peut-être boire un coup.
Est-ce qu'il faut que je déchausse mon arme? Est-ce qu'il faut que j'aille m'asseoir? Est-ce qu'il faut que je sorte? Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Malheureusement, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution miracle. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Donc, déjà, ce que je conseillerais, c'est mettre en place une routine, pas le jour de la compétition, de commencer à mettre en place une routine. Ben, voilà, s'il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Et ensuite, c'est de se recentrer sur le présent. Peu importe ce qu'on a fait au 2e plomb, au 15e plomb, bah, si on en est au 20e plomb, bah, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bah, ok, j'ai peut-être fait une boulette avant, mais qu'est-ce que je dois faire? Souvent, on est centré sur ce qu'on a fait au début, donc dans le passé, ou alors dans le futur. Et en fait, bah, on n'est plus dans l'instant présent. Donc déjà, ça serait se recentrer dans l'instant présent et pourquoi pas essayer de mettre en place une routine dès l'entraînement pour savoir quoi faire tout simplement si cette situation se produit. Alors, pour en revenir sur le cahier de tir, j'ai eu la chance de voir dans ta valise ton cahier de tir quand on était à Châteauroux et que tu es venu récupérer ton badge, où je t'ai croisé. Parle-moi de ce cahier de tir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est faire? Comment faire? Parce que c'est un peu... on en parle tous, mais il n'y a pas de mode d'emploi, quoi. Donc, c'est quoi le mode d'emploi de Mathilde dans son cahier de tir? Bah, j'ai pas eu de mode d'emploi non plus, hein. J'ai fait comme tout le monde. J'ai appris au fur et à mesure. Je note, comme je vous ai dit, notamment ce que je sais bien faire. Qu'est-ce que, voilà, il y a un entraînement qui se passe bien, bah, qu'est-ce que j'ai fait sur cet entraînement techniquement ou quel était mon état d'esprit. Donc, c'est noter vraiment le positif. Noter le positif pour pouvoir se le rappeler et le relire dans les moments de doute. Donc je fais mon entraînement, je suis content de moi, je dis ce jour-là il faisait beau, j'étais en forme, ça a bien rentré, mon geste était fluide, ça se passait bien, et je le marque comme ça. Oui, alors après, là, tu fais plus des généralités, donc c'est plus un constat. Bah, j'ai bien tiré, je me sentais bien, il faisait beau. Ok, mais qu'est-ce que concrètement j'ai mis en place? Bah, je sais pas, aujourd'hui, j'étais un peu plus sur la tenue au départ du coup, et bah, je trouvais que c'était super bien et que du coup, j'arrivais super bien à annoncer. C'est plus ça. Le constat, j'ai bien tiré, bah, c'est déjà bien de le faire, c'est mettre en avant ses capacités, mais par contre, c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai bien tiré? Qu'il faisait beau, c'est malheureusement, si on attend qu'il fasse beau le jour de la compétition, c'est un peu compliqué, mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a fait que ça a marché? Dans quel état d'esprit j'étais ou qu'est-ce que j'ai fait physiquement? Peut-être que la veille, j'ai fait une séance de sport et que du coup, j'étais hyper stable à l'entraînement. Bah, c'est intéressant de le noter. Donc, c'est plus dans l'action concrète et Donc pas ça c'est juste un constat, j'ai bien tiré. ça c'est quand tu écris, que tu renseignes ton carnet de tir, et après quand est-ce que tu l'utilises? À quel moment tu l'utilises et comment tu l'utilises? Alors, à quel moment, je pense, ce qui nous intéresse le plus, on va dire, c'est en compétition, là où, quand on a l'impression de plus savoir faire. Donc, c'est relire, bah, finalement, se remémorer qu'on sait très bien faire, qu'on est capable de faire et qu'il n'y a pas de raison que ça se soit envolé en quelques minutes ou en quelques jours. Et après, ça peut être à l'entraînement aussi, pour justement ancrer les bonnes choses, reproduire la situation, on va dire, qui s'était bien passée la veille, ou du moins reproduire l'état d'esprit et les conditions dans lesquelles j'étais la veille, où ça avait bien marché. Mais ça veut dire quoi? Que je suis sur mon poste de tir en train de faire mes départementaux, et là je m'arrête, je sors mon carnet et je commence à lire. Oui, tout à fait. Alors, ça peut être en début de match, ça peut être à l'échauffement, ça peut être bah, voilà, après un mauvais plomb, bah, ça peut être après un mauvais plomb, ça peut être dans un moment de doute, je tire encore bien, mais je sens que ça se dégrade, je sais plus trop ce qu'il faut faire. Ah, mais je me souviens que cette situation, je l'ai déjà vécue sur un autre match ou à l'entraînement, bah, qu'est-ce que j'avais fait? Je l'ai noté, donc je m'en souviens rapidement. Donc c'est vraiment, en fait, c'est quand on en ressent le besoin. Je peux pas Et vous le toi, dire à chaque début de match. tu y passes combien de temps quand tu le relis? Tu sais quoi, c'est 10 secondes? C'est une demi-heure? C'est... Ça dépend.
Ça dépend vraiment. Si c'est clair dans ma tête, bah, c'est juste peut-être juste mes objectifs du match. Bah, qu'est-ce que je dois faire sur ce match? Donc, j'ai 3 tirés. Je relis ces 3 tirés. Si je veux relire plus précisément ce que j'avais fait il y a 5 ans, bah, du coup, ça sera pas 30 secondes. Ça sera plutôt 2 heures. Et ça dépend vraiment de ce que je recherche. En compétition, que ce soit à l'échauffement ou pour, on va dire, me reprendre après des moments de doute, ça va être plutôt rapide, entre 30 secondes et vraiment 2 minutes si je sais où chercher. Merci. Ben, moi, je veux bien juste parler du carnet de tir parce que c'est vrai que c'est un truc super important. Et moi, quand j'ai commencé mon carnet, je notais ce que j'avais bien fait, à mon avis, mais très précisément, donc dans toutes les étapes de mes séquences de tir. Ce que j'avais moins bien fait, à mon avis, et ce que je pouvais améliorer. Et en fait, je m'en servais, et je m'en sers toujours un peu comme ça pour rebondir sur la prochaine fois où je vais aller tirer, en fait. Et effectivement, ça me permet de pouvoir revenir en arrière. Je l'utilise pas trop parce que j'écris beaucoup, moi, énormément, donc c'est le bordel dans mon cahier. Donc il faudrait que j'arrive à synthétiser, mais ça me permet après de synthétiser. Et quand j'ai des matchs un peu plus importants où je me fous la pression, eh ben, je viens sur ce que j'ai surligné, qui est un peu la synthèse à des moments où j'ai bien senti les choses. Mais c'est vraiment très, très bien. Voilà. Je suis Merci, bavarde Annick. aussi. Qui d'autre a un témoignage à proposer sur l'usage de ce carnet de tir? D'abord, qui en a un? Alors, moi, je vais intervenir. J'en ai fait un, Mathilde, c'est peut-être par rapport aux écoles de tir, parce que je voulais les habituer très vite à écrire dans un cahier de tir. Et j'en avais un peu marre qu'ils me demandent tout le temps quoi mettre dedans. Donc, j'ai tramé beaucoup sur ce cahier de tir, mais maintenant, ils écrivent dedans, ce qui est bien. Mais c'est tramé et au moins, ça les habitue à synthétiser quand même sur une compétition, sur un entraînement, enfin, tout est détaillé dedans. Voilà. C'était le fameux trophée cible couleur de l'année dernière. Et ça marche plutôt pas mal et je pense l'éditer, donc voilà, j'en suis en passe de l'éditer. Donc si ça peut intéresser des écoles de tir. Mon tir sportif sera heureux de t'aider dans cette démarche-là et en faire la promotion. Eh bien, écoute, parfait, super. Dès que j'ai des nouvelles, je te tiendrai au courant. Sans problème. Ça marche. D'autres questions? Ou Eric, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Alors, on avait une question c'était par rapport aux objectifs. Donc, c'était plus une remarque, une interrogation. Il faudrait donc éviter des objectifs de type score minimum à réaliser. Donc. Alors, éviter, Tu parlais de pas fourchette, forcément. donc. Voilà, pas forcément. Donc déjà, un score brut à atteindre, non. J'aime bien parler de fourchette, mais je trouve que c'est complémentaire aussi de mettre un objectif de maîtrise. Ok, bah, l'objectif, c'est qu'à la fin, je sois à 5,55 ou 5,60. Ok, mais qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre ce score-là? Donc là, c'est un objectif plus de maîtrise, plomb après plomb, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et du coup, ça permet d'être centré sur le présent, ce que je vous racontais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que si on part sur une fourchette et seulement sur un point, on est déjà dans le futur. Et quand on est dans le futur, bah, on n'est plus trop disponible à ce qu'on fait. Donc, je serais plus d'avis à mettre en place des objectifs de maîtrise. Déjà, ça favorisera la satisfaction personnelle et le plaisir parce que, bah, à un moment donné, même si le résultat, il n'est pas... voilà, quand on dit on veut faire 5,55, on fait 5,54, c'est la fin du monde. Alors que non, on est à un point de l'objectif qu'on s'était fixé. Donc déjà, ça permet de dédramatiser un peu la situation et surtout d'être satisfait d'avoir réussi à mettre en place quelque chose. Ça peut être des objectifs voilà, très simples, mais se remettre en position à chaque reprise, bah, c'est un objectif qu'aujourd'hui, tout le monde est capable de mettre en place. Et à la fin, même si le match ne se passe pas bien, bah, il y aura au moins un élément qu'on aura réussi à mettre en place. Et du coup, on augmente notre satisfaction. Donc, c'est mettre en place des objectifs de maîtrise, associer
également à une fourchette de points qui sera la finalité de nos objectifs de maîtrise, et on peut aussi l'associer à une place, un objectif de performance, sachant que l'objectif de performance ne dépend pas que de nous, mais dépend des autres. Et ce qui dépend des autres est anxiogène. Ouais. Une petite question par rapport à la prépa mentale et à la dépolarisation. Parce que moi, j'ai fait de la dépolarisation un petit peu, pour moi, perso. Et il y a une grosse différence, parce que j'ai pas fait de prépa mentale, par contre. La dépolarisation, ça m'a aidé dans la maîtrise de mes émotions. C'est quoi la Tu vois. dépolarisation? C'est quoi, Karine? Tu peux nous l'expliquer? La dépolarisation, en fait, c'est t'enlever. En fait, c'est pas de la prépa mentale, c'est t'enlever surtout le stress que tu peux avoir et enlever tous les trucs qui peuvent te bloquer, en fait, qui te Et bloquent. ça se passe comment? Qu'est-ce que... Ça se passe surtout sur la maîtrise, enfin, pas la maîtrise, mais sur un travail sur soi d'abord pour enlever tout ce qui est extérieur, en fait. C'est un travail sur soi-même. C'est plein de questions qu'on se pose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on essaye d'enlever ces questions-là et de les remettre en positif. D'accord. Et c'est hyper intéressant parce que, alors la prépa mentale, moi, j'en ai pas fait. Alors, enfin, je ne sais pas si j'aurais peut-être dû commencer par là ou pas. J'en sais rien, en fait. Mais la dépolarisation, ça a été, ça m'a permis de voir autrement et de me mettre à la place de la personne qui pouvait me poser problème, en fait. Tu as rééquilibré la relation avec les autres, quoi. Voilà. Enfin, où j'en ai un petit peu, ce qu'on pense de moi, bah, ça me passe un peu au-dessus maintenant. Alors Mais qu'avant, c'était pas le cas. je t'ai coupé dans la question à Mathilde. C'est Voilà. quoi la... ouais, je t'ai Donc, coupé. en fait, est-ce que ça peut être complémentaire ou pas, surtout, sur la prépa Oui, il n'y a mentale? pas de. Ouais. Est-ce que déjà, ça te permet aujourd'hui, est-ce que tu es pleinement satisfaite quand tu tires? Parce que si aujourd'hui, tu te sens équilibré et bien et que tu n'as pas besoin d'entamer un travail en préparation mentale, ce n'est pas obligatoire. Si aujourd'hui, Ouais. tu te sens bien quand tu tires, l'objectif, Alors, il est là. en tant que tireuse, oui. En plus, je change de club, donc ça va me faire encore plus de bien. Mais en tant qu'entraîneur, c'est surtout en tant qu'entraîneur, moi. C'est par rapport aux écoles de tir que j'aimerais me baser sur eux, en fait. Parce que moi, la dépolarisation, ça marche très bien. Par contre, la dépolarisation pour les jeunes, c'est trop tôt. Voilà. Donc, C'est de ce beaucoup que trop tôt. j'entends, c'est qu'il y aurait quand même une demande. Enfin, toi, tu en ressens le besoin. Pour eux, oui. Pour pouvoir bien les guider, en fait. Voilà. Mieux Et en les accompagner. particulier, mon fils aussi, qui t'a écouté avec une grande attention, là. Voilà. Voilà, il a 15 ans, hein, donc voilà. Et il va entamer sa saison 25 mètres, donc c'est important pour lui aussi. Et c'est important, moi, en tant que maman coach, je puisse bien le guider sur ça, en fait. Et si tu en ressens le besoin, tu peux, et je t'encourage à entamer un travail en préparation mentale. D'accord. OK. Merci, Mathilde. Il y a une question dans la conversation que je viens de lire, donc j'y réponds, je n'avais pas vu toutes les questions. Si on n'a pas d'entraîneur, faut-il prendre un préparateur mental? Je trouve que la question est intéressante. Aujourd'hui, avoir un entraîneur ou un préparateur mental, ce n'est pas obligatoire. C'est si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que ça peut améliorer vos performances ou votre bien-être en tir. Enfin voilà, mon discours, c'est si vous en ressentez le besoin, allez voir. Enfin voilà, c'est comme si j'ai mal au ventre ou je suis malade, je vais aller voir un médecin. La préparation mentale, c'est un peu pareil. Voilà, en tir ou dans un sport, j'ai
toujours un problème ou toujours la même situation qui se reproduit, bah, à un moment donné, le préparateur mental, c'est un peu le médecin quand on a une grippe, quoi. Mais Donc ce n'est pas si on en obligatoire. souffre, on vient te voir, quoi. Enfin, me voir ou quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément que moi, je suis pas la seule préparateur mental au monde et en France. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à vous faire aider pour justement, comme Amélie l'a dit tout à l'heure aussi, éviter peut-être de s'éparpiller et avoir quelqu'un qui vous donne un cap et une direction à suivre. Mais ce n'est pas obligatoire. Et si on n'a pas d'entraîneur, on n'est pas obligé d'avoir un préparateur mental. Et inversement, on peut très bien avoir un préparateur mental et pas d'entraîneur, ou pas d'entraîneur et un préparateur mental. Encore une fois, c'est vraiment si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose. J'aime bien la question de Sébastien. Sébastien, tu peux la formaliser, ta question? Oui, laquelle? C'était quoi exactement? Je me À souviens plus. 19h08, comment récupérer le contrôle? Ouais, quand tu te retrouves submergé en plein match, c'est ce que j'ai vécu du coup au championnat de France cette année. Un bon début de match et à un moment donné, une perte de contrôle totale, envahie par le doute, les émotions, plus de ressenti sur les annonces, tout ça. Est-ce que tu as des clés, des choses qui sont un petit peu Attends, communes pour retrouver? avant de répondre, Mathilde, explique-moi ce que c'est. Comment on perd le contrôle? Ça veut dire quoi? Comment tu sais, Le contrôle. comment tu sais que tu perds le On a contrôle? l'impression de ne plus être nous-mêmes ou que nos comportements et nos pensées ne sont pas pareils. Je veux faire ça, mais je n'y arrive pas à le faire. On n'est plus nous-mêmes, en quelque sorte. Du coup, pour essayer de répondre à ta question, Sébastien, alors, encore une fois, la préparation mentale, c'est complexe, hein. On pourrait répondre de différentes manières. Je serais d'avis de plutôt faire une pause pour casser ce cercle. Parce que de ce que tu me racontes, quand on perd le contrôle dans ce genre de situation, bah, à un moment donné, on est rentré dans une spirale un peu négative où bah, on ne sait plus ce qu'on fait, on sait plus. Déjà, l'idée, ça serait pour sortir de cette spirale de couper physiquement. Ça peut être juste poser ton arme, ça peut être t'asseoir sur la chaise derrière, ou bah même sortir du pas de tir, voilà, peut-être même que 2 minutes, mais déjà de couper, c'est de montrer physiquement aussi que t'es pas d'accord avec ce qui se passe dans ta tête. Donc, la première étape, ça serait éventuellement de couper. Après, ça serait de refixer des objectifs à court terme sur qu'est-ce que tu dois mettre en place maintenant. Que ton annonce, elle soit pas bonne sur le coup d'avant, bah, malheureusement, ça arrive et j'ai envie de dire, c'est pas grave, mais ok, qu'est-ce que là, tout de suite, je dois faire? Donc, se recentrer sur le présent et sur une action concrète à mettre en place. Et enfin, ça peut être bah, relire les notes du cahier de tir, par exemple, bah, voilà, reprendre confiance et conscience de tes capacités, donc relire tout ce que tu sais bien faire, toutes tes forces, peut t'aider à revenir dans une boucle plutôt positive et vraiment à switcher et changer de côté. Alors, bon, c'est des idées, hein. Évidemment, on pourrait en discuter pendant des heures encore, mais j'espère que ça déjà te donne un peu quelques pistes ou te réconforte aussi peut-être dans des choses que tu fais déjà. Non, ça donne des bonnes pistes, c'est sûr. Mais c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément la clairvoyance pour se replonger dedans quand on est dans ce moment de détresse. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est ton exemple ou même n'importe quel exemple, c'est d'essayer d'anticiper aussi. Quelle situation je pourrais potentiellement rencontrer? Parce que si on l'anticipe, bah, quelque part, on saura plus facilement réagir. On sait que j'ai cette possibilité ou cette possibilité. Il faut pas oublier aussi que on est humain et que c'est normal de se tromper. Que l'erreur est souvent très bannie de manière générale en France et dans le monde du sport, mais que c'est en se trompant qu'on apprend aussi. Donc, bah, un jour en match, tu vas essayer quelque chose, bah, ça marche, tant mieux. Et du coup, ça te donnera des pistes pour la prochaine fois parce que
quand tu seras dans la même situation, tu diras « Ah, bah tiens, la dernière fois, j'ai mis ça en place et ça a marché. » Et si ça marche pas, bah, c'est de dire « Bah voilà, cette piste, bah, elle fonctionne pas, bah, c'est pas grave, je l'ai testé, je l'ai expérimenté, je vois que ça fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est pas aujourd'hui ou pas de manière générale? Bah, la prochaine fois, je prendrai une autre direction. » Et c'est aussi en se trompant qu'on peut arriver à progresser et à trouver, on va dire, des pistes plus favorables, plus pertinentes et plus rapidement. Donc Sébastien, Donc tu as en fait, compris qu'il te fallait retourner au championnat de France pour J'y aller compte bien. te planter à nouveau. On me planter, on va essayer d'éviter quand même. c'est comme ça qu'on apprend, sans forcément parler du championnat de France, mais voilà, on apprend de nos erreurs. Faire des erreurs, c'est pas grave, c'est qu'est-ce que je retiens de cette erreur que j'ai faite. Et moi-même, j'ai été des fois hyper convaincue en me disant, ça y est, j'ai la solution. Je suis partie des mois à travailler sur une consigne, par exemple, que sur une plantée totale. Et finalement, il n'y avait plus qu'un point qui allait pas, il y avait 15 points qui allaient pas. Bah, c'est pas grave, j'ai essayé, du coup, j'ai limité cette piste-là. Donc, trompez-vous, c'est comme ça que vous apprendrez aussi. Il est 19h40. D'autres questions? Donc vous avez tous compris ce que c'était que la préparation mentale. C'est parfaitement clair pour vous. Et donc vous êtes prêts à appliquer tout ça à fond la caisse dès demain matin. Bon, à part Sébastien qui doit attendre au championnat de France, mais Kylian va attendre le prochain championnat de France au 25 mètres aussi. est-ce qu'on dit merci à Mathilde? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on en reste là? Alors, il y avait des questions sur je synthétise un peu, sur l'accès à la préparation mentale. Donc, dans les petits clubs, c'est difficile d'accéder à la préparation mentale. Donc, est-ce que il y a ça dans les ligues? Donc, ça, c'était une question. Est-ce qu'on peut avoir accès à la préparation mentale au niveau des ligues? La semaine prochaine, je fais des évaluations nationales pour la première fois. Je n'ai ni entraîneur ni préparation mentale. Quel conseil aurais-tu à me donner? Alors, il n'y en Bonne a pas. chance. Voilà, bonne chance. On est de tout cœur avec toi. Peut-être, bon, pour cet exemple, encore une fois, c'est pas la veille de la compétition ou une semaine avant qu'on va pouvoir vraiment changer quelque chose. Après, le conseil, parce que je suis gentille et que j'ai quand même envie d'en donner un, c'est de faire une liste de quelles sont tes forces. Lors des prochains entraînements, c'est noter tout ce que tu sais bien faire pour vraiment essayer de gonfler au max ta confiance et tes capacités avant l'échéance. Et au niveau des ligues, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut demander à votre responsable entraînement ligue. Peut-être qu'il aurait des contacts dans les ligues. Sinon, ça peut être pas dans le domaine du tir. Hein. Vous pouvez très bien trouver un préparateur mental qui d'habitude travaille avec je sais pas, le golf, le tennis, le basket, j'en sais rien. Encore une fois, si vous sentez bien avec cette personne, si vous pensez qu'elle peut vous apporter quelque chose, allez-y. Allez-y, et c'est pas grave s'il fait pas du tir, vous lui apprendrez et il s'enrichira aussi de votre expérience. Pauline, tu penses que tu vas arriver aux évaluations avec dans un comportement. Qu'est-ce qui va changer entre l'entraînement et l'évaluation? On t'entend pas. On t'écoute, Pauline. Qu'est-ce qui va changer entre l'entraînement et l'évaluation que tu vas avoir la semaine prochaine? Ah, micro ne Ça fonctionne marche pas. pas. Bon, on te laisse gérer les problèmes techniques, Pauline. On est avec toi, hein. On est avec toi de tout cœur. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres points à aborder avec Mathilde? Et une dernière question.
Non, tout le monde a bien compris. Tout le monde a faim. Voilà, tout le monde a fait. Jérôme, une dernière question, Jérôme. Allez, une question, Jérôme. Est-ce que vaut mieux avoir un préparateur mental près de chez soi ou est-ce que ça peut se faire plutôt à distance? Il n'y a pas de... Comme tu préfères, ça peut se faire à distance, sous forme, si c'est sous forme d'entretien. Aujourd'hui, on peut très bien le faire en vidéo. Après, est-ce que toi, tu aimerais travailler comme ça ou est-ce que toi, tu préfères voir quelqu'un en face, en vrai, et que tu te sentirais plus à l'aise avec quelqu'un en réel, on va dire. D'accord. Les deux sont possibles. Merci. Jérôme habite un pays où il neige. Et je suis à côté de Châteauroux. Bon, mais on va te dire merci, Mathilde, de ce temps passé avec nous. On va essayer de faire une synthèse des discussions. On va voir ce qu'on va produire ensemble comme document. Bon, ça demandera du temps, donc je ne sais pas quel temps on va y consacrer. Donc c'est pour ça que je suis un peu encore incertain sur le format du document, mais on va travailler sur ça. On va aussi se poser la question à Mathilde de savoir si on refait une séance. D'après vous, est-ce qu'il faut refaire une séance? Donc la réponse est non. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez voir abordés plus précisément? Est-ce qu'il y a des thèmes que, si on remonte une visio, si Mathilde accepte de nous consacrer du temps à nouveau, qu'est-ce que vous aimeriez que Mathilde vous présente, vous parle? Parce que je sais qu'elle a une recette magique qui s'appelle la 10.9, la baguette 10.9. Elle peut vous expliquer ça. Donc gestion du stress, exercice. D'accord. Moi, j'aimerais en fait se rebaser plus sur les jeunes. Là, tu avais beaucoup d'adultes. Donc, sur une prépa, est-ce qu'il y a une prépa mentale différente vraiment pour les jeunes ou pas? Ados, quoi. D'accord. Oui, évidemment, on ne travaille pas pareil avec des enfants, avec des ados ou avec des adultes. L'expérience n'est pas la même. Donc, le travail s'adapte. Le travail s'adapte évidemment à la population qu'on a en face de nous. Voilà, parce que moi, j'aurais aimé travailler sur ça avec Kylian. Bon, là, il ne sera pas surclassé junior, mais il était surclassé junior au 10 mètres. Et ça a été, il peut t'en parler peut-être, ça a été un peu compliqué de se battre contre des gars de 20, 21 ans, alors qu'il en avait 14, tu vois. Et il aurait aimé avoir ce recul à ce moment-là qu'il n'avait pas. Et je n'ai pas pu lui apporter plus que ça non plus parce que je n'étais pas sur ça. Tu vois. Oui, mais après c'est pas différente. C'est quel rôle tu as aussi auprès de ton fils? Est-ce que tu veux Les être deux. la maman? Est-ce que tu veux être l'entraîneur? Est-ce que tu veux être le préparateur mental? Ouais. Voilà. J'ai vraiment du Qu'est-ce mal que toi tu veux? Et surtout, qu'est-ce que ton fils veut et qu'est-ce que ton fils a besoin? Voilà. Bah, écoute, Et ça, voilà, ce sont des questions à poser. Parce que, voilà, moi, je suis maman, coach. Donc, c'est pas évident, en fait, de gérer mon stress par rapport à lui aussi. Parce que, voilà, on stresse peut-être plus que lui et peut-être qu'on lui transmet ça et c'est pas forcément bon. Malheureusement, d'autres coachs, il n'en veut pas, je pense, hein, à part son père, qui est arbitre aussi. Donc, c'est tout ça, en fait, tout ce mélange, c'est compliqué. Enfin, tu connais ça, Mathilde, avec ton papa, je pense, mais c'est pas évident, en fait, à gérer pour un parent. Enfin, moi, j'ai du mal à le gérer, quoi, en tant que parent. On rajoutera ce chapitre-là pour la prochaine fois. Je vois aussi que le thème du stress apparaît très souvent. Oui. Christophe a une question? Ouais. Oui, c'était, moi, tout à fait partant pour refaire une séance. C'était vraiment super. Et un petit point qui pourrait être sympa d'aborder, c'est par exemple par rapport à la préparation mentale, 2-3 petites pistes pour les entraîneurs, quoi. Comment un peu démarrer en fait, par rapport à nos jeunes en fait. Parce que là, on a eu une présentation globale, des plans, c'était super. Et après, voilà, 2-3 petites pistes pour peut-être qu'on puisse s'y mettre un petit peu.
Très très bonne idée, Christophe, je partage. On est bon? Merci à tous merci à tous. de votre écoute, de votre participation et merci évidemment à Nicolas et Mon Tir Sportif d'avoir organisé ça ce soir. À très Et bientôt. Nicolas, merci pour ta proposition pour le cahier de tir. Je ne manquerai pas de te tenir au courant. Sans aucun problème, Mon Tir Sportif soutient toutes les initiatives toutes les initiatives sympas, on les soutient. Donc à fond. Ça marche. Merci. Un gros bisou, soyez sages et on se retrouve bientôt. Merci Mathilde. Merci Mathilde. Au revoir. Bisous, Bonne bisous. soirée. Ciao, ciao.